Bonjour à tous, nous sommes avec Frédéric Canvet dans la social room du salon SME au Palais des Congrès de Paris et nous allons parler de growth hacking. Yeah. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le growth hacking? Alors, le growth hacking, à chaque fois, tout le monde me dit, mais c'est un nom barbare, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, dans le growth hacking, il y a deux notions. La première, growth, donc c'est la croissance, c'est en fait une stratégie de croissance, que je pourrais détailler juste après. Et le deuxième, c'est le hacking, c'est-à-dire des techniques créatives, originales, parfois souvent à la limite de la légalité, qui permettent en fait de faire la différence par rapport aux acteurs existants et en particulier aux grandes entreprises qui n'ont pas cette souplesse, qui n'ont pas cette agilité et qui n'osent pas prendre des risques. Donc le growth hacking, c'est vraiment là. Alors la source, en fait, ça vient des startups américaines. Tout simplement, c'est des boîtes, comme tu le sais, qui sont créées à la Silicon Valley ou ailleurs et qui ont une idée, un projet qui est un petit peu fouf. Et ils doivent lutter contre l'établissement, c'est-à-dire les grandes boîtes qui ont des millions d'euros, qui ont des centaines de personnes employées. Et donc eux, ils ont quoi? Ils ont, allez, on va dire 6 mois, 1 an de cash devant eux et ils n'ont pas le choix. C'est réussir ou mourir. Et donc à cause de ça, ils ont dû développer des techniques et des stratégies qui leur permettent d'avoir une croissance rapidement et d'atteindre le plus rapidement possible un seuil de rentabilité. Et c'est ça le growth hacking. C'est utiliser des méthodes astucieuses pour essayer d'aller capter une croissance et en même temps maîtriser sa croissance avec le growth en analysant son cycle de vente et en sachant exactement où il faut agir pour améliorer sa rentabilité. Et c'est grâce à ça, le hacking pour gagner du temps et gagner du trafic et le growth en fait pour assurer une croissance sur le long terme. C'est comme ça que ça marche. Alors, est-ce qu'on peut donner des exemples? Parce qu'on a dit limite de la légalité, donc on commence à trembler un peu. On va donner l'exemple le plus connu qu'on voit tout le temps. C'est Airbnb. Airbnb, tout le monde dit ouais, Airbnb c'était un beau succès parce qu'au début ils ont engagé des photographes pour prendre des super photos des appartements, design, etc. Certes, oui, c'était une partie de leur succès au départ. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'en fait ils ont basé leur croissance sur l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis qui s'appelle Craigslist. Et donc ils ont mis en place un petit moteur qui allait crawler les offres de location d'appartements et il envoyait un message à toutes les personnes en disant « Hey, tu sais que tu loues ton appartement sur Craigslist, mais si tu te mettais sur Airbnb, tu pourrais gagner 500 $ par mois. Yeah, contacte-nous. » Et donc, en fait, ça, c'est à l'américaine, mais ça marche quand même très très bien. Et comme ça, ils ont réussi à les capter une partie de la croissance. Et actuellement, il y a plein de gens qui utilisent également le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est un excellent moyen de pouvoir tester un produit. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une idée de produit, tu as une idée de service. Tu peux te lancer par exemple une campagne Facebook Ads sur ton offre ou alors mettre en vente un faux produit avec un faux packaging que tu auras réalisé soit avec une boîte en carton puis une impression, etc. Et tu peux tester ton marché. Certaines personnes essayent également d'aller capter des ventes sur le Bon Coin en ayant repéré des gens qui sont intéressés par tel produit. Malheureusement, c'est interdit et puis justement, le Bon Coin essaie de faire son maximum pour éviter de se faire piquer cette croissance. Donc voilà, Airbnb est un exemple assez intéressant. J'aime bien aussi parler d'un autre exemple français, par exemple Quel-Job. Quel-Job en fait qui était une plateforme en fait de recherche une plateforme en fait de recherche d'emploi, d'offres d'emploi. Et au départ ils ont pris un risque, c'est-à-dire qu'en fait ils ont commencé à crawler tous les sites d'emploi et à les mettre sur leur site internet alors que c'était totalement illégal et interdit. Donc ça veut dire qu'ils ont pris un risque important et ils ont réussi comme ça à se faire connaître. Donc voilà, quelques exemples simples. Je t'en donnerai un autre également qu'on connaît moins et qui est pourtant emblématique de l'entrepreneuriat français. Parlons de Xavier Niel, fondateur de Free. Ce qu'on sait moins, c'est qu'au début, Xavier Niel, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait dans une entreprise de téléphonie. Il avait développé un petit outil qui s'appelait le Turbophone. Et ce petit outil avait comme fonctionnalité de pouvoir lancer une communication, lancer un message et après raccrocher. Et donc il s'est dit merde, comment je vais pouvoir gagner de l'argent? Et donc en fait il a repéré un des business les plus lucratifs de l'époque qui était le Minitel Rose. Et donc il envoyait des messages aux clients du 3615 ULA en disant hey mon chéri, viens me voir sur mon 3615 à moi, en faisant passer pour une femme bien entendu. Et comme ça il a capté, il a fait ses premiers centaines de milliers d'euros et il a gagné comme ça son premier argent qui lui a permis de monter après son entreprise. Alors pour la petite histoire, Xavier Niel après a eu un procès et il a perdu. Il a perdu avec des dommages-intérêts de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais qu'est-ce que en attendant, il avait déjà gagné plusieurs centaines peut-être de milliers d'euros, et donc finalement, c'était une goutte d'eau dans un océan. Alors dans le livre, il n'y a que des techniques très légales, bien sûr. Alors, dans le livre, oui. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, dans le bouquin, tu ne peux pas te permettre en fait, de mettre des techniques illégales, parce que les gens vont les appliquer. Et forcément,
moi je vois souvent dans les groupes Facebook, si tu veux suivre l'actualité du growth hacking, bon tu peux voir mon blog, mais je reste toujours dans la légalité, mais ce qui est intéressant c'est de voir le côté underground. Donc, par exemple le groupe les growth hackers francophones ou growth hacking France, ou alors growth hacking experiments, ou alors tu vas sur le site growthhacking.fr qui est un forum. Et c'est là que tu vois en fait les gens qui discutent entre eux, qui se posent des questions, qui se donnent des réponses. Et c'est là en fait que tu vois un petit peu cette dérive du growth hacking où les gens se disent pas vu, pas pris. Et parfois c'est des choses qui sont vraiment illégales. Envoyer des emails en particulier, scraper des emails, enfin tous ces trucs là qui ne sont vraiment pas autorisés avec la loi RGPD, même tout court. Donc en fait il faut faire attention. Mais comme je le disais, en France en fait, et comme aux États-Unis, une start-up qui a quasiment pas de pognon et un entrepreneur qui dit c'est mon bébé, c'est un super projet, je vais en parler aux autres, il aura tendance à utiliser ces méthodes un peu illégales alors que c'est vraiment interdit. Voilà. Donc je ne le recommande pas. Moi-même, je n'utilise que des techniques légales et même avec l'arsenal légal, tu peux totalement révolutionner un marché. Alors bien sûr, faut que ton marché soit pas en transition digitale avancée, par exemple la musique c'est compliqué, mais dans d'autres secteurs qui ne sont pas encore trop avancés, où il n'y a pas trop de concurrence, tu peux faire quelque chose. Je vous remercie Frédéric Canvet et je rappelle donc que tous les conseils avisés sont dans le livre Le Growth Hacking. Merci, bye bye.